Putain, heureusement que j'ai des semelles épaisses. Hein. Merci Lidl. Alors, comment tu vas? Moi, écoute, ça va. Je me suis tendu. Ouais, j'ai tendu le gazon, mais pas le... J'ai pas le temps pour le reste, pour l'autre. Voilà, donc écoute, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais peut-être te dire avant ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment. J'arrête pas de balancer du spoil sur TikTok et sur Insta. Donc si tu veux du spoil un petit peu en avance par rapport à aujourd'hui, tu vois, bah, tu peux aller directement sur TikTok ou sur Insta. C'est en description de toute façon. Donc écoute, voilà. Mais je vais quand même te présenter un petit peu aujourd'hui où on en est réellement avec le véhicule. Ah bah écoute, voilà où on en est. À peu près, hein. Donc peinture châssis interne fait. Voilà, les pompes installées. La direction installée. Tout marche, tout est bon. Tu vois, la géométrie avec les points réglables de barre anti-roulis. Tout est fait, tout est bon. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir ça, les fusées. Hein. Voilà, on va voir comment on les fait, etc. Bref, c'est cool. L'intérieur, évidemment, on a fait aussi un peu de travail. Placement de batterie super cool, avec le maintien des pieds. C'est comme ça, tu poses tes pieds, t'es bien là-dessus. Voilà, le frein à main hydraulique, levier de vitesse, volant et les accessoires. Et l'arrière, on a fait aussi la belle géométrie, tu vois, avec aussi le système de réglage pour la barre anti-roulis arrière, qui est ici, qui appartient à une E46. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète deux pour la E46, une à l'avant, une à l'arrière, évidemment réglable aussi, etc. Bref, tout doit être réglable si tu veux faire un truc vraiment bien, parce que c'est comme ça. Alors, tu vois, avec Coupable, j'ai reçu le turbo il y a déjà quelques semaines, quelques mois même. Ouais, il y a quelques mois. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commandé le turbo, j'ai commandé un turbo bien spécifique. Je crois que c'était un GTX 3076R. Et quand je l'ai reçu, j'ai reçu une coque côté, côté échappement un peu trop petite parce qu'ils en avaient plus en stock. Et en fait, avec Coupable, il me disait qu'il avait peur qu'il y ait trop de restrictions de gaz et du coup que bah, dans les hauts tours minutes, qu'on puisse pas avoir de puissance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à notre copain... il nous a envoyé un gros truc. À notre copain Max Speeding Rod, si tu veux, qui nous envoie un turbo. Et oui. Non, c'est bon, il n'y a pas mon adresse. Non, parce qu'à chaque fois, tu me dis, écoute, Vincent, il y a ton adresse, et puis on sait où t'habites. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Oh, c'est lourd. Donc voilà. Donc, on a pris ce turbo-là. Donc, c'est un GT35, 30, GT30, 76 aussi. Bon, je pense que tu connais ce genre de truc, tu vois, c'est les transports en commun de colis, bref, c'est pas grave. Mais il est en très bon état. Donc voilà, bah, super, bah, merci Max, une fois de plus. Comme d'hab, j'ai le coupon de réduction de Max Speeding Rod, moins 10%, donc c'est pas mal. Écoute, si tu as envie de te faire plaisir avec un turbo ou avec des amortisseurs, ou avec ce que tu veux. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Il avait peur que ça soit trop restreint, comme je te l'ai dit. Et en fait, plus c'est restreint, et plus on a de couple. Mais par contre, moins on a de puissance au régime, parce que c'est restreint. Voilà, donc, hop. Niveau turbine, voilà ce qu'on a. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter un filtre, si on peut appeler ça un filtre. Tac. Et là, il n'y a pas trop de restrictions. Si tu veux, ça change de ton filtre à air d'origine en papier qui empêche l'air de circuler correctement. Bon, ça n'empêchera pas certaines saletés de passer, hein, vu la largeur du truc. Enfin bref, voilà. Donc écoute, on a un turbo. Ce turbo, il devrait sortir dans les 500 chevaux. Alors une chose importante, hein, sur les turbos où il y a circuit d'eau intégré, s'il y a circuit d'eau intégré, c'est pas pour rien, c'est pour faire comme un certain refroidissement si tu veux. Donc je vois beaucoup de personnes qui montent des turbos avec refroidissement mais qui se font pas chier. Ils mettent pas le système de refroidissement et ils se disent oh merde putain c'est trop cool, ça marche pas, ça marche mais pas voilà. Donc si non, quand il y a un système de refroidissement, ça veut dire que le turbo il est étudié pour être refroidi par eau.
Et oui, c'est un refroidissement. L'huile, c'est là pour lubrifier, ça refroidit entre parenthèses, mais pas vraiment. Et l'eau, par contre, normalement, ça refroidit. C'est surtout pour avoir aussi une température constante. Bah écoute, moi je suis là que pour te donner des conseils. J'ai peut-être, comme je te le dis à chaque fois, peut-être tort. Ouh, la tombe pas. Je viens de t'avoir, ce serait dommage de te casser. Et toi, tu retournes dedans. Alors aujourd'hui, on va s'occuper des fusées. Et oui, comme on en a vu, on a déjà parlé plein de fois, les fusées ne pouvaient pas être mises telles qu'elles étaient. D'origine, il a fallu modifier l'emplacement de la direction, plus l'emplacement de la rotule haute. Parce qu'il n'y en a pas hein, sur les fusées qu'on a, vu que c'est du McPherson, nous on est en double triangulation. Donc il faut recréer un système. Alors pourquoi j'ai perdu à peu près 60 à 40 heures, 40 à 60 heures de travail supplémentaire pour passer du McPherson à du double triangulation avant et arrière? C'est pour la précision d'action. Un McPherson, si tu veux, t'as ta fusée, t'as ton amortisseur qui est très haut, donc les 2 points de maintien, ils sont très hauts, et c'est comme... j'ai même pas d'exemple. C'est comme une barre de fer, si tu veux, pour un certain diamètre, plus elle est longue, et plus ça va être facile de... Tu vois, d'être flexible, donc on aura de la flexibilité. En plus de ça, sur une McPherson, l'angle de pivot pour te rappeler, il est pris en fonction du plat, de là où il y a ta roue, de la rotule basse et du maintien de suspension haut. Pour la double triangulation, c'est au triangle haut. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que tu écrases ton amortisseur, ton angle en fait de pivot, il varie. Non, il varie pas. Si, il varie. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as un angle de pivot variable sur une McPherson, alors que sur une double triangulation, tu as un angle de pivot fixe, permanent, parce qu'il appartient directement à la fusée. Il y a plein de détails qui font que on va être mieux avec une double triangulation. D'ailleurs, toutes les meilleures voitures du monde, elles ont une double triangulation à l'avant, voire du multi-machin. Il y a plein de systèmes encore, mais bon, on va pas se lancer dans des trucs de dingue. Déjà, double triangulation avant-arrière, je trouve que c'est déjà bien pour une 205. Je crois que la T16 avait ça. La T16, la vraie T16 Rally, elle avait une double triangulation avant et arrière. Je croyais que c'était du McPherson, mais en fait, non. C'est une double triangulation. C'est pas pour rien, hein. Toutes les meilleures caisses du monde, elles ont ça. Donc, alors à l'arrière, c'est pas du double triangulation, c'est encore autre chose, on appelle ça du multipoint. Je parle souvent du double quadrilatère ou du quadrilatère plus triangle, mais etc., etc. Donc écoute, déjà, on a des trucs à finir niveau circuit de refroidissement. Je t'en parle, et après on s'occupe des fusées, ok? Bon écoute, maintenant il va falloir continuer le système de refroidissement. Et oui, le radiateur est à l'avant, le moteur il est à l'arrière. Forcément, il va falloir mettre des conduits qui passent de l'avant vers l'arrière. Et pour ça, on va utiliser des tubes en aluminium. Alors j'ai pris du 35 mm. Non, j'ai pris du 38 mm en 2 mm d'épaisseur ou 1,5 mm d'épaisseur, qui fait tout le long de la voiture. Évidemment, c'est ultra léger, c'est de l'aluminium. En inox, ça aurait pas été le même prix, ça aurait pas été le même poids. À former, ça aurait pas été non plus la même histoire. Donc c'est pour ça qu'on part sur de l'aluminium. C'est parfait, hein, c'est ce qu'il faut. Donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Évidemment, on a un radiateur d'eau à l'avant, on a le moteur à l'arrière, et pour faire l'équilibre du remplissage, c'est assez chiant, forcément, parce que en fonction de la hauteur du niveau d'eau, ça va faire varier plus ou moins la bonne entente entre le moteur et le radiateur. En gros, si tu veux, il faut que le radiateur d'eau soit au-dessus du niveau du moteur, hein, quand la voiture est à plat. Alors, le circuit de refroidissement. Donc évidemment, hein, il y a le radiateur avec les conduits. Les conduits arrivent et font le tour de la crémaillère de direction, évidemment, sans la toucher. Hein. Tu vois, la crémaillère de direction, tout passe à ras. Là, ça, c'est du... on s'en fout, ça, c'est un caoutchouc qui dézobe. On peut encore même le décaler là. Donc évidemment, il faudra mettre des colliers de maintien pour éviter que ça tremble et que ça cogne, forcément. Et après, merde, je suis coincé. Par-dessous, hop, ça part par l'arrière, forcément. Tu vois, forcément, il faut aller alimenter le moteur. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir forcément remplir le radiateur d'eau. Bah oui, forcément, il y a un endroit où il va falloir que ça se remplisse. Donc, il y a deux solutions. J'ai deux choix. Soit je mets un réservoir externe
que je viens mettre quelque part par là, ici par exemple, soit, je vais te montrer, ici j'ai le radiateur pour la BMW Most Wanted. Et comme on peut le voir, ici on a un remplissage direct au niveau du radiateur. Sauf que nous, ce radiateur-là, il sera mis comme il est là. Donc on peut plus se servir de ça comme remplissage. Ce qui se passe, c'est que ça, il va falloir que je le coupe. Il va falloir que je ressoude pour refermer. En revanche, la 205, ce qui est bien, c'est que le réservoir, enfin le radiateur, il n'est pas comme ça, mais il est penché. En plus, il est clairement au-dessus du niveau d'eau du moteur. Et en plus de ça, si on fait un remplissage, on peut lever l'avant de la voiture, comme sur certains véhicules. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, on lève l'arrière, en fonction de où est placé le remplissage d'eau pour, etc., faire couler toute l'eau, etc. Bref, zob. Donc ici, on peut le découper. On peut venir directement le greffer au radiateur d'eau de la 205. Soit ça, soit en fait sur le tuyau, il faut créer un emplacement pour un réservoir d'eau. Le réservoir d'eau, il faut créer un emplacement, il faut créer des nouveaux conduits, on rajoute de la masse. C'est pas forcément le top. Donc je pense que de prendre ça n'est pas une si mauvaise idée. D'ailleurs, pour la BMW, je pense, vu que le radiateur est à plat, ici, peut-être plutôt que de le reboucher, une fois que c'est coupé, recréer un conduit qui va directement au-dessus du réservoir. Comme ça, là, paf, tout le système d'eau, il est complètement, voilà. Donc, je pense que ça, je vais le récupérer et que je vais le mettre sur la 205. Ça va nous faire économiser de la masse. Je trouve que c'est bien. C'est pas mal. Donc là, évidemment, il va falloir souder au TIG et il faudra pas faire trop le débile. Ça va, ça, j'ai l'habitude. D'être débile, oui. Il faut que je te parle d'un... Je perds mes mots. Faut que je te parle d'un truc par rapport au TIG. Fais pas comme moi je fais, tu vois. Moi j'ai acheté un poste TIG où il n'y a pas de pédale adaptable de régulation d'intensité. Ce qui fait qu'en fait pour souder l'aluminium, c'est juste l'enfer de Zeus. Déjà que je suis un nulos en soudure TIG, et sur de l'aluminium sans régulation d'intensité en plus. Enfin, l'enfer est là. L'enfer est à mes portes, si tu veux. Donc, si j'ai un conseil à te donner, si tu achètes un TIG et que tu comptes faire de l'aluminium, bon, il faut que ce soit rentable aussi, parce que ça coûte extrêmement cher un TIG aluminium avec pédale réglable. Je te conseille d'avoir une pédale de régulation d'intensité. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je mets 60 ampères. Une fois que c'est trop chaud, ça perce. Donc je redescends à 30 ampères. Une fois que je suis à 30 ampères, on n'est pas trop mal. Des fois, je redescends à 20 parce qu'on est un peu trop chaud, etc. Enfin, est-ce que je suis nul ?
Ou est-ce qu'il me faut vraiment une pédale? Moi, je pense que je suis trop nul pour pas avoir de pédale. C'est tout. Ça s'arrête là. Écoute, c'est un conseil de débutant nul. Voilà.
Voilà, et bien conclusion, métal d'apport, électrode enrobée, on tape comme un gros taré, il n'y a rien qui part. Hein. Regarde ça. La vis, en plus j'ai cogné carrément sur la vis, et regarde, la vis n'a même pas été déformée. La vis en 12.9, donc bon, bah, c'est quand même plutôt balèze. Malgré la surchauffe, la soudure qu'il y a eu dessus, donc on a quand même changé l'état de la matière, on l'a redurci, vu que quand on soude, on met un peu en fusion le métal, et du coup il redurcit plutôt très très vite. Tu vois, on n'est pas dans une chambre où on va venir ralentir le refroidissement. Donc, bah écoute, là, j'ai tapé comme un débilos. Hein. Il y a les traces du truc sur la table. Et en revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec les vibrations, ce qui était soudé au TIG, ici, là, le TIG, on oublie, ça s'arrache. Voilà, tout simplement. Baguette, hop. Donc le TIG, ici, ça s'arrache. De toute façon, on voit que la profondeur est pas exceptionnelle. Je crois que c'était... J'ai dû le faire à l'inox, cette soudure. J'ai dû faire à l'inox. Alors forcément, c'est pas les mêmes métals. Ce sont pas les mêmes aciers. Ici, on voit, j'ai tapé comme un débilos. Là, ça a bien déformé. Donc, on voit que tout a déformé. On voit que là où j'ai soudé, il n'y a aucun souci. Hein. Clairement, là, c'est un métal d'apport, électrode enrobée qui correspond parfaitement. Du coup, à ce type de moulage, à mon avis, ça doit être un alliage moulé, mais de bonne qualité visiblement. Déjà parce que c'est pas vraiment granuleux. Il y a des alliages, par exemple les blocs en fonte de voiture, de moteur. Quand tu les casses, on voit que ça fait des déchirures, on voit que machin, c'est un autre encore. C'est de la fonte différente encore. Là, on a de la fonte plutôt de bonne qualité. Bah, de toute façon, ça se voit. Hein. Là, j'ai tapé comme un gros débilos. On a rajouté de la matière. On a changé l'état de l'acier, vu qu'on a chauffé en soudant avec le refroidissement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 10 secondes, parce que monsieur, je suis répétos. Et ben au final, rien. Et j'ai bien fait exprès de taper au bout ici pour voir si on n'avait pas un arrachement. Et ben visiblement, nada, niet. Donc, bah là, les mecs, on est assurés à mort là. On sait que avec ça, il n'y a pas de problème. Donc les électrodes enrobées, c'est ça que j'ai pris. Est-ce que tu vois E73. Alors voilà, c'est pas 73. C'est 73. Donc c'est ça que je prends. Qu'est-ce qu'ils disent? Acier ordinaire, usage général, travaux industriels courants, matériel agricole, mécano-soudure. Donc un truc à mon avis qui fait bien le taf. Visiblement, ça a l'air de marcher fort sa race. Donc évidemment, il faut que j'en rachète parce que regarde, je me déteste. J'en avais acheté, je crois, mais je crois que j'en ai plus. Alors j'ai ça aussi. Il faut regarder si c'est le même type. Si c'est le même type d'acier. Assemblage et réparation de pièces métal. Travaux, ferronnerie, menuiserie, métallurgie. Machin truc, chouette. Et j'en ai encore un ici. Et puis j'en ai par terre. Putain, j'ai tout fait tomber comme un gros couillon. J'ai des comme ça. Électrode soudure universelle. Alors, par contre, un truc important. Il y a deux types d'électrodes. Il y a les rutiles et les autres. Faut prendre des rutiles. Les autres, sinon, faut les préchauffer, il me semble. Il y a un truc comme ça. Je suis pas un expert de la mort qui tue tout. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Donc, faites attention. Prenez des électrodes rutiles. Et je sais plus ce que c'est les autres. Donc voilà, écoute, c'est super. C'est super chouette, là, on n'a aucun problème. On sait qu'on peut parfaitement souder. Il faut que je rachète celles-là parce qu'elles sont super cool. Celles-là, je sais que c'est super. Donc forcément, pourquoi j'irais en prendre d'autres? Alors que celles-là, on les a bien testées. Les autres, on les a pas testées. Vois-tu, comprends-tu? Ça marche. Écoute, c'est le moment de remodifier d'autres fusées. Je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant qu'on sait que ça marche. Bon, encore une fois, l'histoire des fusées... parce que c'était il y a quelques épisodes, mine de rien. Les fusées, on a dû les remodifier parce qu'on a passé les fusées vers l'avant, donc le maintien de bilette de direction vers l'avant, ce qui fait qu'en fait, notre épure de Gento, elle est plus bonne.
ou l'angle d'Ackermann si tu veux, c'est la même chose, voilà, c'est pareil. Donc, il va falloir reschématiser ça pour redonner une position à ça, tu vois. Dès qu'on a notre position, après, bah écoute, on peut la créer réellement sur notre pièce. Et là, on n'aura aucun problème. Évidemment, bah, vu qu'on change l'emplacement du maintien de direction sur la fusée, et on est un peu limité. Voilà, on est limité, mais il faut absolument la mesurer pour être le mieux possible.
Écoute, on a enfin fini ces satanées fusées. C'était fatigant. Bon, alors, la fusée d'origine. Fusée d'origine. Donc ça, c'est une fusée gauche, droite, excuse-moi, parce que la biellette est vers le véhicule. Ici, là, le maintien de biellette de direction. Donc, sur la fusée d'origine, on est sur une suspension McPherson. McPherson, donc, l'amortisseur vient s'enclencher dedans, qui monte jusqu'en haut, etc., etc. Alors, pourquoi ça, c'est pas bien? Enfin, pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est moins bien qu'autre chose? Tout simplement parce que, enfin, que moins bien que la double triangulation, tout simplement parce qu'en fait, notre amortisseur, il est extrêmement grand. Donc ça veut dire que la liaison entre ici la rotule basse et le haut de l'amortisseur, ben, on a une barre très très longue. Et plus ta barre est longue, plus elle est flexible. Je sais pas si ça... Voilà, c'est évident. Si tu veux, plus c'est long, plus c'est flexible. En plus, la tige qui va là, enfin c'est une tige d'amortisseur. Je vais essayer de trouver un exemple concret. Oh putain, j'ai éteint tout. Là, tiens, parfait. Tu vois cette tige-là, bah, au final, cette tige, excuse-moi, mais bon, voilà. Donc ici, on a de la flexion, forcément. Alors, elle est peut-être infime, elle est peut-être ci, elle est peut-être ça, elle est ce que tu veux, il y a de la flexion. Et moi, je veux éviter le plus possible de flexion. Donc pour ça, évidemment, on est passé en double triangulation. On aurait pu passer en quadruple McPherson. En gros, deux McPherson pour l'arrière et McPherson pour l'avant. Sauf qu'en fait, moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je me suis rajouté une trentaine ou une quarantaine d'heures de travail. Et en plus, évidemment, vu qu'il y a plus de rotules, ça coûte plus cher. Et en plus, j'ai dû modifier à mort les fusées. Et voilà, et en plus, plein de trucs. Ce qui fait que j'estime que ça vaut le coup. J'estime que ça vaut le coup. J'estime. Donc, tu vois, ici, on a un énorme déport. Ici, on a la rotule qui est là. Et ici, la rotule de suspension. Direction, suspension et l'emplacement d'amortisseur. Bon, celle-là, elle a pris un sacré coup sur la tronche. Je pense qu'à mon avis, tu ne peux pas la réutiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, à la place de cette merveille? Qui n'en est pas une, forcément, je viens de te le dire. On va essayer un peu de se mettre de loin. Voilà, on a ça à la place. Alors, on va tout de suite comparer les modifications. Comme ça, au moins, tu vas tout de suite comprendre. Donc, nous, on a une crémaillère vers l'avant. Déjà, c'est un fait. Ce qui fait, c'est que déjà, notre fusée droite, elle va passer à gauche. Donc, hop, notre fusée droite, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Tac, je les mets à l'envers pour bien qu'on se rende compte un peu des modifications. Alors, ici, du coup, on a directement mis une tige, une vis en 12.9. Alors, il y en a qui m'ont dit que la 12.9, si tu l'as soudée, ça risquait de péter. Je vais pas te mentir, avec la fusée d'essai, quand j'ai tapé avec le marteau, j'ai tapé sur la vis, elle s'est même pas déformée alors que le filetage est tout écrasé. Elle s'est même pas déformée. Donc, on va dire que c'est concluant. On remplace du coup la rotule d'origine par une nouvelle rotule uniballe, on appelle ça. Ensuite, en haut, on remplace la tête d'amortisseur par un autre emplacement pour une autre rotule uniballe. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, je crois que je te l'ai déjà expliqué, mais on va repartir dessus. Est-ce que tu vois un peu la différence de longueur entre ici et là? Alors que là, on est là. Hein. Donc là, tu vois, il y a une grande longueur. En fait, c'est comment on appelle ça? C'est l'angle de pivot. L'angle de pivot, si tu veux, tu as une certaine dimension à respecter. Et ben en fait, l'angle qui est arrivé pile poil ici était trop grand. Et là, tu vas me dire, bah, comment ça se fait, c'est d'origine? Parce qu'en fait, l'angle de pivot, il n'est pas pris par rapport à ici, là, mais il est pris de là par rapport au maintien sur le châssis d'amortisseur. Alors que sur une double triangulation, il est pris entre la rotule basse et la rotule haute. Ce qui fait que forcément, en fonction de la longueur de la distance, et ben en fait, voilà, il passe au même endroit, quoi. Il passe au même endroit, mais vu que là, l'amortisseur est presque droit, et ben en fait, la droite, tu la prends de là et... Voilà. Donc ça, déjà, c'est un fait. Ensuite, notre crémaillère est vers l'avant, et en plus, elle est extrêmement basse, comme la plupart des voitures, des véhicules avec crémaillère avant, comme les BMW E46. J'aime bien parler de celle-là parce que c'est un très bon exemple. Ou même la Manta, écoute. La Manta, c'est pareil. Donc, il fallait absolument que la rotule basse soit très très basse. D'origine, la rotule se met par le dessus.
Sauf que nous, vu qu'il fallait que ce soit extrêmement bas par rapport à la crémaillère, on l'a mis par-dessous. Et là, tu vas me dire, oui, mais si ça se décroche, machin, va regarder sur ta E46, c'est pris par-dessous. Va regarder sur ta Mercedes, il me semble que c'est pareil, etc. C'est pas un problème, il faut juste faire attention. Dès que tu entends ça quand tu roules, tu vois, ça veut dire que tu l'as mal serré, tu sors gentiment de ton véhicule, tu vas chercher une clé et tu resserres ça. C'est pas un souci, hein, ce sont des écrous freins, on appelle ça. Donc ils sont censés freiner le dévissage. Et sur la Manta, c'est un écrou qui est cannelé et percé pour mettre une goupille. Donc ici, là. Alors, vu que c'est cette fusée qu'on a utilisée pour là, mais que là, on est vers le bas, alors que là, on est vers le haut, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu prendre la partie de ça, mais de l'autre fusée, de la fusée gauche, pour la mettre de ce côté. Alors, on aurait très bien pu aussi la mettre à l'envers, hein, c'est pareil. Hein. Mais je crois que j'ai préféré prendre l'autre fusée pour des questions de forme, il me semble. Mais en fait, cette fusée, tu vois, tu la coupes, tu la mets à l'envers, et puis c'est pareil, c'est pareil. Le problème qu'on a, ça va être la distance, regarde bien. La distance, là, elle est comme ça. Ça, c'est ce qui va déterminer ton amplitude de volant. Là, la distance, tu vois, elle fait le double. Elle fait même un peu plus du double. Ce qui fait qu'en fait, notre volant, ici, on va être à 1,5. On va passer de 1,5 tours de volant par côté, donc 3 tours de volant de gauche à fond à droite à fond, à ici, un tour de volant de gauche à fond à droite à fond. Donc, c'est divisé par 3. Tu vois? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un augmentateur. En réalité, on va prendre un réducteur, mais on va le mettre dans l'autre sens, ce qui fait qu'on augmente. Donc on va augmenter nos tours de volant par rapport aux fusées. Alors je vais augmenter que de 2, parce que d'augmenter de 3, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ça suffira amplement. Hop, tac. Voilà, comme ça, là, on est vraiment bien. Donc, on a dû recréer, évidemment, je vais te montrer, on a dû recréer toute la structure, tu vois. On a dû recréer de la matière, tout ça c'est fait à l'électrode, c'est incassable. Hein. Je l'ai foutu dans la presse pour enlever le roulement il a fait des claques, alors que ça maintenait sur la rotule ici, et ici à la fois, pour venir sortir le roulement, ça faisait des claques, ça faisait peur, comme toutes les fusées quand elles sont un peu vieilles, et ça n'a pas bougé évidemment d'un pet. Hein. Si ça avait fait la moindre déformation, c'était même pas la peine, il aurait tout fallu jeter, et il aurait fallu repartir sur une nouvelle idée, tu vois. On peut pas être fou. On peut être fou, écoute, on peut. Mais là, il faut pas. Donc ça, ce sont pour les fusées avant directionnelles avec la double triangulation. Évidemment, à l'arrière, on est aussi sur une double triangulation. Enfin, on va dire double triangle plus un maintien. Donc on est sur un quadrilatère plus un triangle, ce qui fait qu'on enlève tous les mouvements. Voilà. Donc là, écoute, on est soudé de partout, on a rajouté beaucoup de matière, là, on a aussi la rotule basse évidemment, on a enlevé le plus de matière possible du côté où il y avait le maintien de direction, forcément. D'ailleurs pareil, hein, je sais pas si tu as vu, mais de ce côté normalement il y a le maintien de direction qui a complètement disparu, puisqu'on a tout placé là. Donc ça sert à rien de garder de la matière inutile. D'ailleurs ici on a retravaillé le dessus, parce que regarde c'est pas le même. Donc on a tout retravaillé. Comme ça, il n'y a aucun problème. Donc là, écoute, on est bien. Ah oui, évidemment, la dernière chose, évidemment, tu as dû le voir en vidéo. On a dû retravailler les têtes de cardan, forcément, pour que on puisse écraser le roulement. Hein. Si tu mets pas ça, déjà, tes roulements, tu les oublies. Hein. Tu vois? Donc là, on est bon. On est parfait. Les fusées avant et arrière sont terminées. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture, alors non, parce que j'ai plus de gaz, voilà. Toutes mes bouteilles de gaz sont vides. Aussi bien du TIG que l'autre, ça coûte super cher le gaz. Alors, quand je serai une société, est-ce que ça vaudra le coup de faire un vrai contrat? Tout dépend de combien je consomme de gaz. Mais alors là, la recharge de cette bouteille-là, c'est 174 €, parce que c'est uniquement sur un site que tu peux la faire recharger, et tu payes 30 € de frais de port dedans. Donc en gros, ça te coûte, je crois que c'est 144 balles. 144 balles, juste la recharge d'argon pur. Et l'autre, c'est 96 € avec la livraison. Donc écoute, je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve que c'est bien. Je sais pas si ça te plaît, mais moi, ça me plaît. J'ai fait tout ce que j'ai pu
tout en mon pouvoir pour que ce soit le mieux possible. Bon, super, maintenant qu'on a fini nos fusées, on a fini nos triangles, qu'il va falloir retravailler en fonction du véhicule, parce que le véhicule, il va avoir une certaine masse, il va avoir un certain écrasement. Il me faut tous les éléments de carrosserie. Par exemple, là, en ce moment, j'ai pas les ailes arrière. Une fois que j'ai les ailes arrière, une fois qu'elles sont fixées, une fois que la voiture est terminée réellement, on va pouvoir gérer la géométrie. Tant qu'on n'a pas tout ça, on ne peut pas encore gérer la géométrie. Ça veut dire qu'en fait, les triangles sont encore peut-être à modifier si jamais. On a fait une simulation d'auteur de roue, mais cette simulation peut être faussée en fonction de pas mal de paramètres. Évidemment, une simulation sans avoir les éléments réels en main, surtout que le contour de roue arrière de la 205 entre celle d'origine et celle du kit, c'est pas du tout la même hauteur, c'est pas du tout le même emplacement. En fonction du diamètre des roues, ça va pas être pareil, en fonction de machin. Donc, pour finir la double triangulation, il me faut absolument l'arrière, les ailes arrière et les ailes avant, on les a déjà, donc ça c'est pas un souci. Mais par contre, il faut aussi la masse du véhicule réelle, parce qu'en fait, je vais déterminer une hauteur d'amortisseur. Une fois que j'ai une hauteur d'amortisseur, il va falloir créer une butée haute d'amortisseur, évidemment pour éviter que les roues arrachent la fibre, et il va falloir déterminer aussi une dureté de ressort. Il va falloir déterminer un angle de carrossage, un angle de chasse, un angle de parallélisme avant-arrière. Et carrossage avant-arrière aussi. Et on aura une caisse de folie. Et bien sûr, on a aussi la barre anti-roulis avant et arrière réglable. Voilà, donc tout est réglable, tout est cool, ce véhicule. Normalement, il devrait être très polyvalent sur asphalte uniquement. J'ai conçu ce véhicule pour qu'il soit performant sur asphalte. En off-road, on est différent, les géométries vont être différentes, etc., etc. Il y a pas mal de choses à voir, même les dimensions de pneus seront différentes. Donc, quand on règle un véhicule, c'est en fonction d'un domaine, et même, j'ai envie de dire, c'est en fonction aussi d'une météo, en fonction d'une température, en fonction d'un sol, en fonction de machin. Par exemple, la dureté des ressorts va être différente en fonction si tu as un sol mouillé ou un sol sec. Il y a pas mal de choses techniquement hein, sur un véhicule à régler en fonction de... Tu me parles de ta voiture de tous les jours qui est très bien pour rouler tous les jours. Un véhicule, si tu veux qu'il soit le plus performant possible, il faut qu'il soit adapté absolument à son environnement uniquement. En gros, on va préciser le véhicule vers un domaine qui fait qu'il sera excellent dans ce domaine, mais moins bon dans les autres. Alors que ta voiture de tous les jours, elle est pas médiocre, mais elle est pas terrible dans tous les domaines. Voilà, tu vois, c'est... Ok, ça marche. Écoute, une fois de plus, je suis content de t'avoir vu, ça fait super plaisir. Et puis, l'aventure continue. L'aventure continue. Coupable m'emmène le moteur cette semaine si tout se passe bien. Évidemment, tout dépend de ça. Je pense que ça devrait le faire. Une fois que j'ai le moteur, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Il m'emmène le moteur, il m'emmène les ailes arrière. Les ailes arrière sont chez lui. Une fois que j'ai ça, j'ai déjà le capot, j'ai déjà le haillon, j'ai déjà les ailes avant, j'ai déjà le pare-choc avant, j'ai pas encore le pare-choc arrière ni les portières, elles arriveront plus tard, mais ce n'est pas un problème pour peindre la voiture réellement. Quand je te parlais de changer de couleur de peinture, je ne parlais pas de l'intérieur. Hein. Le châssis noir, c'était prévu parce que le noir fait ressortir tous les éléments en aluminium que j'ai choisi exprès. Ce qui fait que si j'avais mis du blanc, on n'aurait pas vu l'aluminium. Vrai ou pas ? D'accord. Donc, il fallait faire ressortir les couleurs, les ceintures qui sont vertes, les machins, etc. Donc, ça fait tout ressortir, le noir fait tout ressortir. C'est un choix... alors, c'est un choix stratégique, parce que derrière, si jamais tes tubes, il y a des endroits où tu as oublié de peindre, tu peux rattraper très facilement. Bah, remarque, j'ai envie de te dire, avec le blanc aussi, hein, avec tout ce qui est pas brillant. Tout ce qui est satiné ou tout ce qui est mat, on peut reprendre assez facilement, surtout dans un endroit où on est assez clos. Par contre, l'extérieur de la voiture, ça c'est une autre histoire. L'extérieur, il faut que ce soit le mieux possible. J'ai déjà une énorme idée, mais vu que tu me connais, je change d'avis toutes les secondes. Peut-être que demain, je vais me dire, oh là, je vais recommander une autre peinture et je vais avoir 1000 € de peinture sous les bras. Parce que je suis trop couillon pour prendre la bonne décision au bon moment. Évidemment, en fonction de l'évolution physique du véhicule, le choix physique, réel, ben, il change, tu vois. On appelle ça s'adapter à son environnement. Non, là, cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai fait un bon choix. Donc voilà, je ne suis pas dans l'excentricité. Hein. On va être dans un truc assez sobre, mais je veux un truc quand même travaillé. Donc, pour l'instant, j'ai une idée. J'ai commandé d'autres peintures. Donc on verra le moment venu, ce sera que le jour J, comme d'habitude, à chaque fois que je fais une peinture, je décide à l'avance quelque chose, le jour J, je change la couleur. C'est comme ça, c'est...
des choses qui ne s'expliquent pas. Le mec un peu, tu vois, est perturbé par l'évolution du domaine environnemental. Écoute, je vais te le redire une fois de plus, je suis content. Je suis content que tu sois là. Si tu veux voir du réel, souvent, de l'évolution en temps réel, quand je dis réel, c'est en temps réel, et ben sur TikTok, je mets régulièrement, enfin, je vais essayer de continuer à mettre régulièrement pour que tu puisses avoir du spoil. C'est pas grave si la voiture n'est pas terminée et que, enfin, si elle n'est pas terminée dans les épisodes YouTube, mais qu'elle est terminée en vrai, je vais te montrer quand même la réalité. Je vais pas te faire poireauter pendant 3 mois parce que machin, non, je te montre du réel, etc. Je crois que je commence à te prendre un peu trop de temps. Je vais te laisser tranquille et puis écoute, on se voit la semaine prochaine. On fait comme ça.